parking? D'accord. Ah oui, effectivement. Vous pouvez me l'envoyer du coup? Bonjour à toutes et à tous, c'est 18h02 donc on est dans les temps pour démarrer. Kevin, je te laisse la possibilité de faire l'appel. Bonjour à tous, Armand Rivière, Rachel Sacussi, Manuel Bourguin, Aurélie Mialon, Robert Vivares, Julie Garcin-Sodo, Thomas Guiraud, Daniel Desmoulins, René Verdeil, Jean-Marie Bousquet, Marie Balestero, Daniel Azemar, Xavier Moutou, Cécile Dos Santos, François Castillo, Katia Siet, Georges Lopez, Nadia Bentahar, Patrick Delbach, Nicole Vicente, Benoît Blanc, Anne Sutrade-Germain, Gilbert Castignera, Marie-Hélène Chassagne, Alain Vogel-Singer, Valérie Forme, Florent Cos, Myriam Santana et moi-même. Merci. Il a été posé sur vos tables une question diverse, ou il va être posé sur vos tables une question diverse, excusez-moi plutôt. C'est un avis qu'on doit rendre pour la commune de Nézignan-l'Évêque qui modifie son plan local d'urbanisme. Il se trouve qu'on a reçu le courrier, le conseil municipal était validé, donc ça n'a pas pu être inséré. Si nous ne donnions pas de réponse, ce serait une réponse réputée favorable, mais je vous demande l'autorisation de l'ajouter au conseil municipal et qu'on puisse formellement se prononcer dessus. Il n'y a pas de modification substantielle du PLU et ni impactante pour la ville de Pézenas. Mais pour la forme, puisque nous avions conseil municipal, je préférais vous en saisir. On l'évoquera en dernier point. Donc, l'ordre du jour appelle des questions financières avec le vote des comptes de gestion, des comptes administratifs et l'affectation des résultats de fonctionnement de l'exercice 2019 pour les budgets principaux et les budgets annexes. Étant donné que ce n'est pas le compte administratif de cette majorité municipale, nous avons demandé à Frédéric Roy de bien vouloir les présenter, donc, qui est le responsable du service finance. Donc c'est lui qui vous présentera ses comptes et qui répondra aux questions tant que faire se peut, et nous aussi s'il y en avait. Alors, bonsoir à tous. Donc effectivement, il y a 3 délibérations financières qui vous sont soumises à l'examen du conseil municipal de ce soir. Je vous proposerai de vous présenter sur le PowerPoint les 3 délibérations dans la foulée, et puis après vous voterez, monsieur le maire, vous présenterez au vote comme vous le souhaitez, mais je vais le faire dans la foulée puisque c'est des délibérations en fait qui se déclinent les unes derrière les autres. Donc la première délibération qui est présentée, c'est l'adoption des comptes de gestion. Plusieurs comptes de gestion, un budget principal, 5 budgets annexes. Vous allez avoir le détail au fur et à mesure des différents budgets sur l'examen des chiffres du compte administratif. Juste pour brosser un petit peu le décor, comme c'est les premières délibérations financières qui sont étudiées dans le cadre de cette mandature, pourquoi une dualité compte de gestion et compte administratif? Donc cette dualité elle repose sur un principe constitutionnel qui est la séparation des ordonnateurs et des comptables, institué donc pour la première fois en 1822. De là, on ressort donc 2 arrêtés des comptes des collectivités territoriales par 2 arrêtés, par 2 états financiers, donc le compte administratif qui est établi par l'ordonnateur et qui rend compte de l'exécution budgétaire sur l'exercice, et le compte de gestion qui lui a une vision plus globale et plus enrichie, donc qui reprend l'exécution budgétaire, mais donne des informations donc, sur la comptabilité patrimoniale et sur la comptabilité financière de la collectivité. Donc une petite évolution, une grosse évolution législative que vous allez connaître au cours de cette mandature. Donc il est important déjà d'en parler, c'est la mise en place d'un compte financier unique qui a été introduit par la loi de finances 2019, qui a vocation à se substituer à ces 2 documents comptables produits par l'ordonnateur et par le comptable public. La mise en place de ce CFU remplit plusieurs objectifs,
favoriser la transparence et la lisibilité de l'information financière dans un document global et synthétique, donc qui serait plus accessible pour les citoyens. Améliorer la qualité des comptes et une simplification administrative des relations entre donc l'ordonnateur et le comptable. Le principe après fondamental de séparation des ordonnateurs et des comptables n'est pas remis en cause. Donc voilà sur la présentation en fait des comptes de gestion. L'objet du compte de gestion, c'est surtout d'avoir donc une information plus enrichie que le compte administratif, mais c'est surtout d'attester la concordance de l'ensemble des opérations comptables qui ont été réalisées durant l'année par l'ordonnateur et donc une stricte concordance de ces opérations entre ces deux documents. Ça permet d'attester la réalité des résultats de l'exécution budgétaire. Donc sur les comptes administratifs, juste un petit rappel sur ce que c'est et sur leur objet. Donc c'est un document réglementaire qui a pour vocation donc, de synthétiser, de présenter l'ensemble des résultats de l'exécution budgétaire. Il a pour objectif de rapprocher les prévisions budgétaires qui ont été votées dans le cadre des budgets primitifs des réalisations effectives. Il détaille l'ensemble des mouvements comptables, soit opérations d'ordre, opérations réelles, section de fonctionnement et section d'investissement. Et donc, comme je vous le disais, il doit être concordant avec les comptes de gestion du trésorier. En termes de délai, traditionnellement, il est examiné par l'Assemblée délibérante avant le 30 juin. Cette année, exceptionnellement, 31 juillet, comme suite donc, à la crise sanitaire que nous avons connue. Là, on va rentrer un peu plus dans les chiffres. Vous avez eu toutes les présentations des maquettes, du rapport de présentation. L'objectif là, c'est plus de vous donner des ordres de grandeur et pas alourdir. Donc, sur les recettes réelles de fonctionnement, tout budget confondu, on est à 13 millions d'euros. La majeure partie représentée par les impôts et taxes, donc par les contributions directes et la fiscalité indirecte. 20% de dotation et de participation, donc là on retrouve la DGF notamment, donc les dotations de l'État et les dotations d'organismes partenaires. D'autres produits de gestion courante qui représentent beaucoup les produits du patrimoine, des locations de locaux, et les produits des services et les redevances et loyers avec les autres produits, donc pour encore 11%. Sur les dépenses réelles de fonctionnement, donc un volume de dépenses réelles de 10,33 millions d'euros, quasiment 60% de charges de personnel, 57%, avec les charges à caractère général qui sont en fait les charges qui font fonctionner, on va dire, la boutique, tout ce qui est le petit fonctionnement régulier des services à 19%, on arrive là à 86% déjà d'impact sur le budget en dépenses. Les autres charges de gestion courante représentent quand même une part non négligeable à 19% et les charges financières à 5%, où on connaît une atténuation régulière compte tenu des opérations de raménagement de dette et aussi du contexte favorable en ce moment. On a également voulu présenter les dépenses réelles de fonctionnement par domaine. Donc c'est des fonctions comptables. Ça traduit en fait l'action comptable et l'action de la collectivité par politique publique. Donc pour les plus importantes, effectivement, c'est les services généraux et les services urbains. Donc pour les services urbains qui représentent en fait tout l'aménagement du territoire, autant opérationnel que fonctionnel. Ensuite, à parts égales, la jeunesse et la sécurité publique, et ensuite donc la culture, l'enseignement et le sport à 3%. On a fait de même sur les dépenses réelles d'investissement. Donc là, pour bien circonscrire, on ne parle pas de dette, hein, c'est uniquement les dépenses d'équipement brut, puisque un emprunt n'est pas affecté forcément, enfin n'est pas affecté à une dépense particulière et à un domaine particulier, il vient financer l'équilibre global du budget. Donc on est quasiment à 3 millions d'euros de dépenses réelles d'investissement en 2019. Une grosse partie représentait quasiment 40% sur les services urbains, donc je vous expliquais tout à l'heure ce que c'était. Les services généraux également 20%.
On a agrégé les services liés, donc, ou les projets en lien direct avec le sport, la jeunesse, l'enfance et l'enseignement sur 12% et la culture qui représente quasiment 15%. Les principales actions, c'est un peu plus concret, on va dire, que des masses globales sur 2019 en investissement, mais aussi en fonctionnement. On les a réunis dans 3 thématiques. C'est les 3 thématiques qui étaient présentées dans le cadre du budget primitif. Donc la première, c'est l'entretien et l'aménagement de la ville pour 1 350 000 €, donc des travaux en régie réalisés par les ateliers municipaux quasi pour 300 000 €. L'aménagement de voirie générale à 650 000, des postes de containers enterrés, de l'entretien du patrimoine bâti et de l'éclairage public, 175 000. Donc là, c'est la dotation annuelle versée à notre co-contractant ou partenaire dans le cadre du contrat de partenariat conclu sur l'éclairage public. Donc c'est une dotation qui a vocation à se maintenir jusqu'à la fin du contrat, donc jusqu'en 2028. Le développement urbain, donc 413 000 € au total, 40 000 € pour des réalisations de documents d'urbanisme, des acquisitions immobilières pour 325 000 € et des études liées à la géothermie, 48 000. Des actions en faveur du mieux vivre ensemble, là pour un montant beaucoup plus important, 2 260 000 €. Effectivement, là, on a agrégé de projets quand même lourds en investissement et également du fonctionnement qui participent à cette thématique. Donc 424 000 € pour le foyer des campagnes, 270 000 € pour le restaurant municipal. Et ensuite, donc des travaux réalisés dans les écoles, les gymnases, le centre de loisirs, au global pour 180 000. Et des subventions de fonctionnement adressées soit aux associations, soit au budget annexe théâtre et cinéma pour 437 000 € et une subvention de 445 000 € versée au CCAS pour assurer son équilibre et son fonctionnement sur l'année 2019. Là, on vous présente en fait une évolution comparée des dépenses, enfin des recettes et des dépenses réelles de fonctionnement pour avoir une tendance sur les courbes. Donc, comme je vous disais, donc des recettes réelles de fonctionnement à 13 millions d'euros et 10 millions d'euros de dépenses réelles de fonctionnement. Une grosse évolution entre 2018 et 2019 liée à des cessions de patrimoine, une petite anomalie de la M14 fait que les cessions de patrimoine se retrouvent en recettes réelles de fonctionnement, mais elles sont ensuite compensées pour financer de l'investissement. Donc les principales évolutions sur les recettes réelles de fonctionnement, c'est les produits du service qui se stabilisent mais qui ont une tendance quand même relativement baissière, à moins 21 000. Des refacturations de personnel entre les budgets annexes, le budget principal et le CCAS également. Moins perçu de contributions directes, parce que l'année 2018 avait été marquée par des régularisations de valorisation de base, des dotations de l'État en plus entre 2018 et 2019 pour 68 000 € et une atténuation des subventions et des revenus des immeubles. Sur les revenus des immeubles, notamment le transfert la fermeture de la trésorerie de Pézenas fait perdre directement 15 000 € de loyer. Sur les dépenses de fonctionnement, donc on a une augmentation générale sur l'ensemble des dépenses réelles de fonctionnement entre 2018 et 2019, même si on voit qu'entre 2014 et 2019, sur 5 années de rétrospective, on baisse quand même assez fortement. Donc les principales évolutions sont les charges à caractère général qui se maintiennent, mais les charges de personnel qui augmentent de manière significative à 2%. Les subventions, un gros effort réalisé dessus, notamment sur le CCAS et sur les budgets annexes, et donc des intérêts de la dette qui font qu'on a un contexte de taux d'intérêt bas, qui fait qu'on économise 32 000 € sur ce poste de dépenses. Donc après vous avoir présenté l'évolution comparée recettes-dépenses, il s'ensuit donc une capacité d'autofinancement qui émerge. Donc en fait une capacité d'autofinancement, ça a vocation à représenter l'excédent des produits de fonctionnement sur les charges de fonctionnement, et elle doit permettre de rembourser donc le capital des emprunts
et d'avoir encore des ressources disponibles pour pouvoir financer les investissements de manière interne. Donc l'augmentation des recettes réelles de fonctionnement et enfin, la baisse des recettes réelles de fonctionnement et l'augmentation des dépenses réelles fait qu'on a une atténuation de la capacité d'autofinancement en 2019 à 1 670 000 euros. Donc compte tenu du remboursement de la dette en capital et hors les cessions, il restait en 2019 un solde disponible de 580 000 euros pour financer les investissements. Au niveau de l'endettement de la ville, donc c'est un triptyque stock de dette, capacité d'autofinancement brut et capacité de désendettement. Donc sur 2014-2019, une stabilisation de l'endettement. À noter qu'entre 2018 et 2019, on a une augmentation de 8% à peu près, liée à un recours supplémentaire à l'emprunt et également à des opérations de régularisation sur le contrat de partenariat, en réintégrant la totalité de son encours de dette au chapitre 16. C'est une opération de régularisation comptable qui fait monter le stock. L'autre point, c'est un maintien de l'épargne nette, malgré un contexte de baisse de dotation entre 2014 et 2018 de 300 000 euros et de gel des taux d'imposition. De là émerge une capacité de désendettement. Donc la capacité de désendettement, c'est la capacité de la ville à rembourser l'intégralité de son stock de dette si elle y consacre l'intégralité de son épargne brute. Donc en fait, c'est un rapport stock de dette sur épargne brute. Ça se mesure en année. On est en 2019 à 7 ans et 8 mois. Donc là, les limites accessibles restent entre 10 et 12 ans. On est dans une situation correcte, mais pas non plus dégradée. La présentation sur les budgets annexes, là aussi c'est juste pour vous donner des ordres de grandeur. Sur les recettes de fonctionnement avec les budgets annexes, donc 1 116 000 euros. La majeure partie donc, se représentée par le parking, 31%, le théâtre 39%, mais elle inclut en fait la subvention que verse le budget principal au budget du théâtre, donc il faut quand même prendre en compte cette donnée-là. Et ensuite le camp hôtel pour 17% et le cinéma 13%. Sur les dépenses de fonctionnement, sur les budgets annexes, donc 967 000 euros, la majeure partie sur le théâtre, 43%, le camp hôtel 23%, le parking 20% et les cinémas 14%. Au niveau des dépenses d'équipement, donc ça c'est les dépenses d'investissement réalisées pour le long terme. Sur les budgets annexes, 294 000 euros, 80% sont portés par le parking, liés au solde du marché de barrérage de 2 parkings et le réaménagement de places de voirie sur l'avenue Aristide-Briand, le Pré-Saint-Jean. Donc là, je vous ai fait la présentation globale de l'ensemble des comptes administratifs. Je vais enchaîner avec la détermination et l'affectation des résultats, puisque la stricte concordance des comptes entre le compte administratif et le compte de gestion permet d'attester d'une reprise des résultats qui a été fait de manière anticipée au moment du vote du budget primitif. Et donc il est proposé d'affecter les résultats de la manière suivante. Sur le budget principal, un résultat affecté au sortir de l'exercice 2019 de 2 532 000 euros, avec un besoin de financement en section d'investissement de 285 000, donc qui doit être couvert par le résultat affecté qui ressort de la section de fonctionnement. Donc, il est proposé d'affecter donc au compte 1068 en recettes d'investissement le volume lié aux besoins de financement, 285 261,53 € et de reporter en section de fonctionnement recettes le solde, donc 2 246 863,01 € et de reporter en report à nouveau en recette d'investissement le solde excédentaire de la section d'investissement, soit 113 128,85 €.
Pour les budgets annexes, un résultat affecté sur le budget du Campotel déficitaire de 5 915,80 € sur l'année 2019, avec un solde excédentaire sur la section d'investissement à quasiment 32 000 €. Donc là, comme le résultat est déficitaire, aucune affectation est possible. Il faut reprendre ce déficit sur le budget de l'année N+1, donc sur 2020. Donc on reprend donc en dépense 5 915,80 € sur la section de fonctionnement du Campotel et on reporte le solde excédentaire pour 31 393,83 € sur la section d'investissement. Sur le cinéma, un solde excédentaire sur le fonctionnement à 19 587,54 € et un solde excédentaire également sur l'investissement. Donc là, il reportait les deux soldes, section de fonctionnement et section d'investissement, en recettes sur le budget de 2020. Sur le budget parking, en fonctionnement, un résultat affecté de 244 066,37 €, avec un besoin de financement qui émerge de l'exécution 2019 de 145 967,61 €. Donc on vient combler ce solde déficitaire en recettes d'investissement au 10,68 pour le même montant. Et on reporte en section de fonctionnement, à nouveau, en recettes, 98 098,76 €. Pour le théâtre, uniquement de la section de fonctionnement, avec un résultat affecté et à reprendre sur 2020 de 6 942,78 €. Et au final, donc, sur le budget des granges, qui est un budget de lotissement qui est clôturé, enfin qui va se clôturer, dont les opérations comptables ont vocation à être clôturées là cette année, avec un solde excédentaire de 137 859,96 € à reprendre. Donc là, il y a une affectation par budget pour avoir une présentation agrégée et pour voir quels sont les volumes globaux. Donc vous avez sur cette présentation deux cadres, en haut la section de fonctionnement, en bas la section d'investissement. Donc en résultat de fonctionnement cumulé, tout budget ville de Pézenas, on a un résultat affecté de 2 934 665 €. Pour un besoin de financement de la section d'investissement à 359 000, désolé, je ne vois pas. Donc un résultat final excédentaire de 2 575 609 € pour 2019. Donc à noter, en 2018, on termine avec un résultat final de clôture à 1 970 000, quasiment 2 millions d'euros. Générer beaucoup donc cette augmentation par des aliénations de patrimoine sur le budget principal. Merci. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Frédéric a parlé d'augmentation significative, c'est 2% de frais de personnel. Donc c'est en fait, il y a le GVT, il y a le RIF7. Est-ce qu'on peut préciser pourquoi il y a eu une augmentation peut-être importante cette année? Pardon? C'est pour parler sensible, pour qu'on comprenne bien. Oui, voilà. C'est juste sur les... Parce que ça a été une année particulière avec le RIF7. Il y a eu quand même des évolutions des charges de personnel dans toutes les collectivités territoriales. Donc et c'est 2%. Je laisse Frédéric chercher la réponse. Je pense qu'il y a... Alors, je m'excuse, je n'ai pas descendu le rapport de présentation qui était annexé au compte administratif, mais il en ressort en fait effectivement je veux bien, s'il vous plaît. Il en ressort effectivement des augmentations qui sont liées à des facteurs exogènes à la collectivité. Le GVT, donc, qui est le glissement vieillesse, merci, qui est le glissement vieillesse technicité, donc qui est lié à l'avancement de carrière des agents. Donc il y a eu une grosse augmentation de carrière, enfin, de la carrière des agents liée à une pyramide des âges qui est quand même relativement élevée.
Il y a effectivement après des facteurs qui sont plus internes à la collectivité. On a quand même, entre le 31 décembre 2018, on reste sur une photographie au 31 décembre pour comparer les deux comptes administratifs, une augmentation des recrutements, alors pas forcément en équivalent temps plein, on est d'accord, mais on est au 31 décembre 2018 à 155 agents, villes, et en 2019 à 167 agents. Donc forcément, mécaniquement, il y a quand même une augmentation et un poids sur les charges de personnel qui est relativement lourd compte tenu de la base initiale. Mais ça, c'est pas 2%. Ce qui justifie 2%, c'est quoi? Le détail des 2%, 116 400, c'est pas 12 postes. Donc c'est essentiellement aujourd'hui sur cette année, il y a des ajustements qui ont été faits certainement, mais sur la somme en tant que telle. Je peux vous donner le détail un peu plus précisément. Voilà, mais ces 2%, c'est pas une évolution très importante avec des besoins effectivement plus lourds de la collectivité. Sinon, moi je voulais vous remercier pour le travail fait, remercier les services de la ville en général pour le travail fait qui est excellent, et remercier l'adjointe aux finances sortante aussi, Mme Sadje, qui a suivi ça de manière très, très précise et rigoureuse. Donc voilà, merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais passer au vote. D'abord du compte de gestion. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Pour les comptes administratifs, je vais devoir vous demander de sortir, puisque d'ordinaire c'est le maire qui sort, mais je ne suis pas le maire qui a été l'ordonnateur de ces comptes. Je vais proposer au conseil municipal, s'il n'y a pas de demande de vote séparé, de voter l'ensemble des comptes administratifs ensemble. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je pense que M. Vogel pourra rentrer pour l'affectation des résultats. Donc, pour l'affectation des résultats, je vous propose de la même manière de les voter pour tous les budgets, sauf s'il y a une demande de vote séparé. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Et nous passons donc à la suite de l'ordre du jour avec encore une question financière sur l'attribution de subventions exceptionnelles de fonctionnement à des associations caritatives de la ville pour faire face à l'ampleur exceptionnelle de la crise liée à l'épidémie du Covid et de la crise qu'on peut pressentir dans les semaines et les mois à venir socialement parlant. C'est un engagement réciproque qui avait été pris à la demande de la minorité précédente et accepté par la majorité précédente. Donc, il nous appartient de le mettre en œuvre. Donc, on est parti sur une base d'augmentation de 50% pour chacune des associations ayant une activité de distribution d'aide alimentaire. Et on y a ajouté le lieu ressources qui a aussi cette activité-là et qui ne figurait pas dans la liste des subventions 2020. Donc, pour le coup, on a réactualisé ou remis à jour sa subvention, qui là est une subvention plus de fonctionnement qu'exceptionnelle. Donc cela donne 620 € supplémentaires à la Croix-Rouge, 500 € au Secours populaire, 750 € au Restaurant du Cœur et 250 € pour le lieu ressources. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Oui, voilà, mais pas de demande de subvention jusqu'ici du lieu ressources. La responsabilité peut être partagée parce qu'une année, on avait fait remarquer qu'ils n'y étaient pas. Et effectivement, cette année, nous ne l'avions pas vu dans le débat budgétaire. Donc, je passe aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Les points suivants sont des demandes de subventions au département de l'Hérault. Donc, pour le point 5, c'est une demande de subvention dans le cadre du fonds d'aide à l'investissement des communes de Villevin pour les travaux qui ont été réalisés sur l'avenue Camille Guérin, c'est-à-dire la deuxième tranche de l'avenue Camille Guérin. Les travaux ont eu un coût de 230 338,20 € TTC et nous demandons 120 000 € au département de l'Hérault, soit 60% de la dépense engagée. Est-ce qu'il y a des questions particulières?
Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Même type de demande en point 6, c'est pour la création et la réhabilitation d'aires de jeu, toujours auprès du département de l'Hérault et du fonds d'aide à l'investissement des communes 2020. Donc il y avait 150 000 € prévus au budget primitif de cette année 2020 pour la réhabilitation ou la réalisation de 3 aires de jeu. Dans le cadre de cette enveloppe, pour l'instant, 149 607,89 € TTC ont été engagés. Nous demandons donc l'autorisation du Conseil de demander au département de l'Hérault, dans le cadre du fonds d'aide à l'investissement des communes, une enveloppe de 30 000 €, soit 25% des dépenses engagées de la ville, pour financer ou participer au financement de ces projets. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Les prochaines questions sont des questions de ressources humaines. Donc je proposerai à Benoît Blanc, qui a cette délégation en tant que conseiller municipal délégué, de les présenter. Merci. Alors, effectivement, les points 7 et 8 mis en avant ici concernent des créations de postes. Donc, le premier pour un poste d'adjoint technique première classe. Alors, il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas de recrutement nouveau. Il s'agit simplement d'une personne déjà présente dans l'effectif qui, du fait de son avancement de carrière, va progresser. Voilà, tout simplement. Et pour le point numéro 8, c'est exactement la même chose. C'est une personne, donc, pour le poste d'adjoint administratif principal, une personne déjà en poste à la mairie de Pézenas qui a un avancement de carrière du fait de son concours. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Je vous propose de voter ces 2 points ensemble. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Benoît, tu présentes la 9 aussi? Oui, merci. Alors, pour le point numéro 9, il s'agit de la prime Covid qui est proposée pour les agents ayant été sollicités pendant la période de confinement. Donc, c'est d'un montant total, maximum de 400 € par agent. Et donc, voilà, donc il est proposé le versement d'une prime à raison d'environ 11 € par jour de travail sur place. Sont exclus, je précise, les personnes qui ont été en télétravail. Donc pour un montant total d'environ 10 300 €. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous propose la question donc diverse que vous avez accepté d'intégrer à l'ordre du jour. C'est l'avis que notre... J'ai un autre point, effectivement, j'avais déjà tourné la page. Et oui, alors il y a une question de 10. Je pensais l'avoir déjà passée. C'est l'autorisation donnée au maire de signer les conventions d'objectifs et de financement avec la caisse d'allocation familiale de l'Hérault. C'est purement formel, il faut changer le nom du maire sur ces conventions qui avaient déjà été précédemment adoptées par le conseil municipal précédent. Je ne sais pas s'il y a des questions particulières. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc j'arrive à Nézignan-l'Évêque, comme quoi j'étais pressé d'y aller. Donc c'est l'avis que nous devons donner sur la modification simplifiée numéro 2 du PLU de la commune de Nézignan-l'Évêque qui nous a été adressée par son maire. Il consiste pour la ville de Nézignan-l'Évêque à renoncer ou à supprimer la condition d'urbanisation de 80% des zones 1 AU1 pour passer aux zones 1 AU4. Dans le cas présent, ce sont 2 zones qui s'urbaniseraient, pour l'une de 2014 mètres carrés pour 4 habitations, pour l'autre de 7312 mètres carrés pour 8 habitations. Donc on vous a annexé à la question diverse ce que nous avons reçu de la part de la commune de Nézignan-l'Évêque. Les services techniques ont regardé qu'il n'y ait pas d'impact sur la commune de Pézenas. Donc s'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je ne sais pas s'il y a d'autres questions diverses ou des questions particulières. Peut-être un point de précision sur l'article paru ce dimanche dans Midi Libre qui évoquait un recours en annulation de l'élection municipale de Pézenas. Pour notre interprétation, sauf si certaines personnes ont plus d'informations dans la salle, il s'agirait simplement d'une confusion parce qu'il y avait eu une erreur matérielle dans le procès verbal recensant les conseillers communautaires élus au soir du 28 juin. Cette observation, qui était l'oubli d'Alain Vogel parmi les conseillers communautaires, a fait
occasionné un recours formel de la part de la préfecture, mais juste pour modifier le procès verbal. Donc tout laisse à penser, puisque personne dans cette assemblée a reçu d'autres recours et d'autres de devoir porter une contradiction à un recours, que c'est une confusion de la part du journaliste et que ce n'est pas un recours sur l'annulation de l'élection municipale. Il vous faut rester pour signer les documents du compte administratif. S'il n'y a pas de questions, je vous remercie. Il devrait y avoir un conseil municipal vers la fin septembre. On essayera d'avoir un calendrier régulier défini à l'avance, notamment pour la convocation des commissions, au moins de celle affaires générales et financières, à partir du moment où on a purgé là, tout l'administratif qui suivait les élections municipales. Merci à vous. Bonne soirée.